Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 29 août 2021, dernier dimanche donc du mois d'août, et donc nous voudrions, à la faveur de ce décryptage spécial du mois d'août, faire le bilan un peu de l'actualité au regard de tout ce qui s'est passé tout au long du mois avec notre consultant politique Agapit Napoléon Baforican. En attendant justement la grande reprise des programmes sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous confortablement puisque notre consultant politique est déjà à nos côtés et c'est un plaisir de le retrouver une fois encore. Agapit Napoléon Baforican, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue donc à ce spécial décryptage du mois d'août. Ce mois d'août, on a quand même constaté justement, et ça a été également annoncé, c'est bien les vacances gouvernementales. Depuis quelque temps, on s'y habitue quand même, Agapit Napoléon Baforican. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est désormais une tradition? Au Bénin, oui, parce qu'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas besoin de le dire, c'est tellement dans les habitudes. Voilà, avec le gouvernement, l'avènement du président Patrice Talon, les vacances gouvernementales sont précises et se perdent courant août. Donc ça s'annonce et on constate effectivement un léger ralentissement des activités politiques et donc de l'exécutif, sans que l'administration cesse de tourner. L'administration tourne. Et donc, vous avez vu des ministres agir, interagir, parce que le pays ne s'arrête pas et l'actualité ne s'arrête pas. Les événements ne s'arrêtent pas et donc la vie tourne. Et tant que la vie tourne, l'exécutif est présent. Donc, oui, les vacances, il y a un léger ralentissement, mais il n'y a pas du tout un arrêt des activités. Mais devrait être, ou quelle conception on devrait avoir de la portée des vacances gouvernementales? Tout corps qui tourne a besoin d'un repos. Tout corps, quel qu'il soit organique, qu'il soit physique, qu'il soit végétal, à un moment donné, vous voyez, regardez le temps, les saisons. On a l'automne, où tout c'est grisaille. Hein? C'est une grisaille. Ça tombe, vous voyez carrément les arbres desséchés. Et puis il y a l'hiver qui leur redonne une certaine chaleur. L'hiver, c'est le froid. Mais il y a une chaleur interne qui donne force à ces organes, qui leur permet de fleurir au printemps et de sortir des fruits en été. Si j'utilise et c'est un cycle continu. Automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été. Et donc pendant c'est une alternance. Pendant ce temps, les corps se régénèrent. Les corps se régénèrent et donc, et c'est un cycle ininterrompu. Alors, si je ramène ça à l'homme, tous les 3 mois, si nous restons dans cette dynamique, nous n'avons pas la même température. Nous n'avons pas le même temps. Et plus vous êtes au pôle nord ou au pôle sud, vous le constatez, nous sommes un peu au milieu du tropique. Donc, nous n'arrivons peut-être pas à l'apprécier fermement. Actuellement, on va vers la fin de l'été. Et le temps le manifeste. Donc, tout corps a besoin de se régénérer. Et donc, lorsque vous travaillez, vous restez dans la monotonie, vous ne pouvez pas aboutir, vous ne pouvez pas produire les mêmes résultats. Les vacances répondent de cette dynamique et également donc de récupération, de renouvellement, de régénération de l'organisme. Voilà. À moins que peut-être je me trompe, en réalité, il n'y a pas un test législatif qui le renforce ou du moins qui l'appuie. Mais est-ce que nous ne devrons pas aller dans ce sens? Pas du tout. Mais il y a un test. Il y a un test. Tout travail, toute fonction, enfin tout travail, le travailleur a droit à 2 jours, à 24 heures, oui. À 2 jours le mois. Hein, 2 jours le mois, exactement. Voilà, donc 48 heures. Voilà, il a droit à 48 heures de repos le mois. Ça existe dans le code du travail. C'est une fonction. Donc il travaille. Le gouvernement, les ministres nommés sont, tout au moins, ils ont un contrat, ou bien de par le décret présidentiel, ils sont à une fonction. Donc, ils sont des agents publics. Absolument, ils répondent, ils ont droit à des congés. On n'a pas besoin d'une action législative à la matière. Il y a une loi. Ensuite, il y a le règlement qui l'appuie.
Il y a un décret sans doute du chef de l'État qui organise les vacances présidentielles. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est sûr qu'il y a des actes réglementaires qui gèrent ça pour que X donne intérim à Y, ou qu'en cas de... Ou bien il y a des circulaires. Ailleurs, c'est des circulaires où le secrétaire général du gouvernement rappelle aux membres du gouvernement comment ça doit fonctionner. Et ça tourne, ça tourne. On n'a pas besoin d'action législative. Pour ça, très bien. En tout cas, Agapit Napoléon Mafourican, il y a bien d'enjeux qui attendent les membres du gouvernement, même si, justement, pour des cas urgents, on en a d'ailleurs vu. On a vu pendant ces vacances gouvernementales, le ministre de l'Enseignement supérieur sorti pour parler un peu de ce qui est prévu pour les nouveaux bacheliers, un certain nombre de choses. On a vu des actions, comme vous le disiez. Donc, l'un des enjeux, c'est faire face justement à la recrudescence des cas Covid-19. Agapit Napoléon Mafourican, oui, nous l'avons constaté en tant que citoyens. Le gouvernement l'a constaté également. C'est tout de même un gros enjeu auquel nous devons faire face désormais, la recrudescence des cas Covid. Je pense qu'on fait déjà face à cette recrudescence. Ce n'est pas auquel on va faire face. On fait déjà face. Le gouvernement fait déjà face à cela. Les populations font déjà face à cela. Le corps médical fait déjà face à cela. Les familles font déjà face à cela. Donc, on devrait s'attendre à ça quand on sait qu'on a quand même mis en place des mécanismes pour ne pas arriver là, parce qu'on a levé donc l'interdiction des manifestations culturelles et festives il y a quelques mois. Aujourd'hui encore, on procède justement, on décrète donc l'interdiction de ces manifestations. Ça veut dire que nous avons failli à un niveau donné. Non, disons que je ne sais pas comment la veille a été organisée, mais on n'a jamais mis fin aux mesures barrières. Ça n'a jamais cessé. Des situations étaient allégées, c'est vrai. Je pense que ça fait croire beaucoup que Covid est terminé. On a eu une fin d'année beaucoup trop normale. Et puis, on a eu une campagne électorale normale. On a eu l'après-élection normale. Et donc les manifestations ont repris de plus belle, on a repris à s'embrasser, on a repris à se serrer la main. Alors qu'ailleurs, il y avait déjà des variantes. Il me semble qu'on a mal estimé. La veille n'a pas été totale. Quelque chose là, effectivement, a manqué dans la gestion, disons, grand public. Parce que le gouvernement a travaillé. Le gouvernement a travaillé, les vaccins, dans le cadre de l'opération COVAX, on a reçu des vaccins. Tout à fait. La communication est allée dans ce sens. Mais il me semble que la gestion grand public ne pouvait pas être que la communication parce qu'il faut prévenir les variantes. On a vu le Brésil, on a vu l'Inde. Ces pays ont des climats presque comme les nôtres parfois. En tout cas, c'est des grandes surfaces. Il y a des endroits du pays où on partage le même climat, les mêmes températures, les mêmes réalités. Donc, on aurait dû anticiper ça et communiquer sur la probable arrivée des variantes. C'est vrai, on va dire non, il ne faut pas choquer la population, il ne faut pas créer la peur. Oui, mais l'émotion nègre fonctionne. Nous ne sommes pas encore suffisamment intelligents pour aller de fait. D'autant d'ailleurs que, même en Europe, où la raison semble hélène, on a dit, c'est pas si évident. Et que le gouvernement veille au grain pour forcer. Mais justement, avec des passes sanitaires, que beaucoup n'étaient pas ou ne sont pas d'accord pour ça, mais le gouvernement y va quand même. Exactement. Mais il y a le pack sanitaire, c'est encore une version très, très, très allégée. Mais il y a eu le confinement. Exactement. On a bloqué des gens chez eux, sans texte réglementaire, sans texte législatif. Et c'est après qu'on s'est rattrapé. Absolument. Donc, si l'occasion, si la situation est difficile, est délicate, même il faut choquer, il faut créer le choc. Au Bénin, ici, il a fallu le premier décès en mars 2020 pour que les Béninois soient convaincus qu'il y a vraiment Covid dans le pays. Parce que tout le monde connaît la dame. Et ça crée l'émoi. C'est l'émoi. Nous vivons à ça. Donc, ici, on a constaté, non seulement on a fait la promotion des vaccins, oui, mais à partir du moment où, là également, on n'a pas tenu compte des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une réalité aujourd'hui au taux de politique communicationnelle, surtout en matière de crise, de communication de crise, doit tenir compte de la désinformation et de la situation des réseaux sociaux où on n'est pas sûr que le message passe. Parce que quand votre message passe,
il y a des contre-messages. Exactement. Donc, sur les vaccins, autant... Surtout ces informations qui sèment la peur dans l'esprit des populations. Autour des vaccins, il y a tellement de polémiques autour. Exactement, parce que tout le monde a accès aujourd'hui à l'information. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez un mot et vous avez tout. Donc, tout le monde lit toutes choses, pas toujours cohérent, pas toujours à leur portée. Vous avez vu cette polémique entre deux biologistes, entre deux médecins, hein, le docteur Latoudji, le docteur Lokossou. Donc, des débats internes à des spécialistes de la question, mais qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux, qui donc ont repris ça en cœur, alors que c'est un débat de techniciens, de spécialistes, d'hommes de science. C'est des praticiens, des spécialistes de la question qui débattent entre eux. Ça, ce n'est pas encore... On n'est pas sur le terrain de la santé publique, de la décision. On est à deux niveaux différents que le docteur Latoudji. Trop évident qu'on aille au vaccin. Que le docteur Lokossou trouve pas, il n'y a pas d'évidence. Et qu'il y a un certain nombre de postures. Ça, c'est le débat entre spécialistes. Ils vont le faire entre eux. Mais celui qui gère la politique de la santé publique, celui qui gère un certain nombre de situations, n'est pas dans cette posture. On a mis des vaccins sur le marché mondial. Les Américains le prennent, les Chinois le prennent, les Britanniques le prennent, les Français le prennent. Reconnu d'ailleurs par l'OMS, l'instance internationale. Est-ce que l'Union européenne, qui s'est donné les prérogatives de contrôler, d'autoriser à nouveau, même l'autorisation de l'OMS, n'empêche pas l'Union européenne de valider encore, de donner encore sa validation. Donc, il y a quand même assez de contrôle. Donc, que des laboratoires, que des spécialistes de laboratoire, des biologistes fassent leur débat, ça c'est à l'interne. Mais sur la place publique, c'est la politique publique de santé qui fonctionne. Alors donc, mais toutes ces informations étant à la disposition de tout le monde, on peut tout dire. Dès que quelqu'un a un mot de tête, on dit, ah oui, voilà, tel a pris, là, le mot de tête. Dès que l'autre a l'ulcère, il a pris, il a eu l'ulcère. Dès que quelqu'un a un dérèglement organique, dit, bon, voilà, c'est le vaccin. Et pourtant, on s'est toujours vacciné. On s'est toujours vacciné. Oui, moi, j'ai pris le vaccin très tôt. J'ai pris le vaccin très tôt. Je l'ai pris en juin. Et j'ai pris la deuxième dose en juillet, en août. Non, j'ai pris le premier en mai. Je pense que c'est 2 mois. Oui, 2 mois. Voilà, c'est 2 mois. Donc, voilà. Je l'ai pris très tôt. Et je n'ai rien eu comme juste un peu de fatigue le premier jour. Et puis bon, voilà. Dès le soir, moi, j'étais fonctionnel. J'ai quitté le cours, je suis parti prendre mon vaccin, je suis revenu au bureau, je me suis reposé 2 heures et j'ai repris à travailler. Je n'ai même pas pris d'anti-inflammatoire. Rien. Alors, donc, oui, certains vont dire, mais oui, ça c'est peut-être pour le besoin de la communication. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'en ai parlé autour de moi en disant, mais écoutez, tant que c'est la solution aujourd'hui, nous devons y aller. Parce que c'est une alternative. Nous ne sommes pas des médecins. Quand nous allons à l'hôpital, est-ce que nous savons ce qu'on nous éjecte parfois? Quand vous êtes malade, vous ne savez même pas. Les gens mélangent, vous mettent, on va lui faire une perfusion. Juste, vous dites, ah non, il est diabétique, non, il est ci, il est ça. En dehors de ça, mais les gens, ils mélangent. C'est après que vous regardez la fiche. Exactement. Donc, mais vous ne savez même pas ce qu'on veut. Puisque vous leur faites confiance, mais, ils sont... Est-ce que dans nos villages, quand vous allez, ce qu'on appelle le dispensaire, est-ce que tout le monde sait ce qu'on leur inocule? Moi, quand j'étais très jeune, j'étais malade d'un palu. On m'a mis du Kilimas, enfin, d'un produit, mais qui a failli me créer des ennuis, voilà, de mobilité. Et il a fallu, donc, entrer dans le... Enfin, que mon oncle, qui s'y connaît, regarde un peu pour dire non, il faut qu'on le change, tel médicament. Nous allons, nous prenons les médicaments. Et puis bon, je ne pense pas qu'on sait, il y a une extermination de la race humaine. Alors, si quelqu'un ne veut pas aller, d'accord, qu'il se calme. Mais toutes ces réactions anti-vaccins, à mon avis, c'est des faux comportements. Il me semble que c'est une négation de la réalité. C'est une sorte d'appel au suicide collectif. On peut ne pas aimer le vaccin. On peut ne pas vouloir. Mais on doit se cacher quand on n'a pas envie. Puisqu'en réalité... C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. On ne dispose d'aucun élément pour dire. On dit, Vittel a dit, même les Européens. Mais quand même, c'est qui les Européens? Mais c'est chacun.
le Béninois, il est, quand on dit même les Béninois, non, c'est chacun. Même les Africains, non, c'est chacun. Mais on peut se rejouer aujourd'hui, Agapit Napoléon Maforia. Il y a du monde quand même dans les centres. Il faut quand même rappeler qu'il y a 115 centres appropriés pour se faire vacciner aujourd'hui au Bénin. Oui, comme il y a du monde dans nos cimetières, dans les cimetières enfin, où on a pris, en tout cas aussi au sud, à Sommet, et à Djabo, comme il y a du monde, il suffit de faire un tour. Comme il y a du monde, les gens meurent comme des bétails, comme des animaux. Et ça, c'est important quand même de s'en inquiéter. Et quand je parlais de la communication de crise, je pense que là également, on n'a pas été suffisamment expressif. On a vu le ministre passer à la télé, sur l'ORTB. À mon avis, c'est mou. À mon avis, c'est mou. Parce que ce n'était pas un appel, c'était une interview. Alors, en la matière, il faudrait mieux qu'un entretien. C'est vrai que il faudrait quelque chose de grave. Il faudrait quelque chose comme une conférence de presse ou une déclaration très grave, très solennelle, qui montre que... Et des images choquent. On a vu des images. Elles sont très policées. C'est vrai, je peux comprendre qu'on a envie on n'a pas envie de choquer. On n'a pas envie de choquer parce qu'il y a des... Mais d'accord, on ne dit pas de montrer les gens. Mais à des moments donnés, il faut choquer. À mon avis, il faut choquer pour que les gens comprennent la gravité. Parce que ce qui se passe quand vous connaissez quelqu'un qui a fait un toit à l'ADA, les gens travaillent de manière... Mais ceux qui travaillent, mais ils se battent. Mais au même moment, ils se battent, mais ils sont débordés. Et donc, ça meurt. Ça meurt. Ce n'est plus maintenant, on ne parle plus en termes d'unité. Au minimum, c'est en dizaines. Et donc, il y a une situation à régler. C'est vrai que certains observateurs ont quand même trouvé, puisque vous évoquez la question, donc la communication autour de la recrudescence des cas Covid, certains trouvent que il y a quand même un peu de flexibilité véritablement et que tous les organes de presse ne sont pas mis en contribution à Agapit Napoléon Maforia. C'est ce que je disais. Je dis l'idée d'aller se faire interviewer au JT n'était pas la bonne idée. Ça, je ne pense pas que le ministre a été bien conseillé en la matière. Il fallait une déclaration, où tout le monde est là. Une déclaration. Tous les organes de presse. Tous les organes de presse. Ou une conférence de presse. Pour parler des variantes, pour parler de la situation, pour parler de capacité d'absorption, pour parler de la question du vaccin, pour évoquer la polémique aussi. Les polémiques aussi. Pour rassurer. Et après, les organes vont gérer séquence par séquence. Mais l'ORTB a fait un bon travail. À partir du moment où ils ont pris l'interview, ils l'ont pris en plusieurs langues nationales. On peut la voir sur le site du gouvernement. C'est bien. Mais ça n'a pas été... L'heure grave n'a pas été... C'est une guerre. C'est une guerre. Macron le disait. C'est une guerre. Et donc, en matière de guerre, le chef d'État fait une déclaration. Ici, on ne va pas demander au chef d'État de faire une déclaration. Mais quand il y a le ministre qui gère le dossier, je pense que nous avons quitté une situation où nous avions cru que c'était terminé. Tout le monde a cru que c'était terminé. Les gens, nous avons tous tombé le masque. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a tombé le masque. On a commencé par vivre. On a commencé par vivre tout le monde. On se salue, on s'embrasse. Avec les Agos aussi. Oui, mais moi j'ai participé dans ce mois d'août à 2 fêtes où ça s'est lâché. Vous regardez ça. Vous vous demandez, dans Cotonou, on n'a pas l'impression qu'il y a Covid. Donc, quand c'est comme ça, il faut choquer. Il faut que l'heure soit grave. Il faut qu'on sente que quelque chose de grave arrive dans le pays. Mais ça a été trop normal, à mon avis. Et on est resté dans la même posture où, voilà, il faut se vacciner. C'est pas grave, c'est pas ci, c'est pas ça. Il faut garder les mesures barrières. À mon avis, quelque part, on n'a pas géré ça comme une communication de crise. On l'a géré en ordinaire. À mon avis, on peut faire beaucoup mieux. On n'a pas été à la hauteur à ce niveau-là. Certainement que le communiqué interministériel vous a contenté. Là, c'est interdiction radicale. Oui, c'est la conséquence de l'autre, ça. C'est-à-dire que débordé, on a mis fin aux manifestations culturelles. Mais est-ce que et les autres manifestations festives. Les vraies manifestations, ce n'est pas les culturelles, c'est les enterrements. Les vraies manifestations. Bon, c'est déjà dans les festives. Les vraies manifestations, ce week-end, il y en a eu. Il y en a eu. Les vraies manifestations,
c'est les enterrements. Donc, quand il faudrait... Vous voyez, quand le gouvernement a pris les mesures en mars 2020, il a été clair, il a fixé, il a défini, il a dit. On est allé même jusqu'à 10 personnes. On a limité les enterrements. 10 personnes. Beaucoup de gens ont gardé encore cette position où les félicitations sont faites au cimetière ou devant le pavé de l'église, où la distanciation est observée. Dans l'administration publique, les gens font l'effort d'observer. Mais les fêtes réelles, c'est dans nos familles, c'est autour de Cotonou, c'est après Porto Novo, c'est au centre. On continue de festoyer comme si de rien n'était. Et donc là, je pense que il faut... Oui, c'est vrai, le mal est devenu communautaire. C'est vrai. Mais l'avènement de la deuxième vague et de cette variante, dont on ne sait même pas laquelle est au Bénin. Exactement, parce qu'il y a Indien, il y a Sud-Africain, parce qu'on n'a pas non plus communiqué là-dessus. Donc, ça fait que il y en a qui continuent de dire qu'il n'y a rien. Moi, ce week-end, j'ai encore entendu, de laisser, il n'y a rien, que les gens meurent, que les gens sont toujours morts, que les gens meurent. Donc, il y en a qui n'ont pas compris. Et comme je l'ai dit, on n'a pas été à la hauteur de cette communication de crise. Donc, l'arrêté interministériel, qui avait dit très opportunément, est resté dans la même posture, tiède. Sérieusement. Elle est restée dans la même posture, tiède. Face à la gravité, quand vous avez vu la multiplication des fosses, des tombes à Sommet et à Djabo, quand vous avez vu la situation débordée dans les centres de prise en charge, et le ministre l'a dit, et le directeur, les hauts responsables de la santé publique l'ont dit, quand vous voyez ça, je pense que c'est pire qu'il y a une semaine, qu'il y a un an, où on a pris un certain nombre jusqu'à faire un cordon sanitaire. On avait dédié, comment on appelle ça? Donc, il y a un an, on a fait plus que ça. Un peu plus d'un an, un an et demi. Donc, aujourd'hui, la situation est plus grave qu'il y a un an et demi. C'est vrai, moi, je ne vais pas demander qu'on arrête la vie, mais il me semble que l'heure est grave quand même. Oui, l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Donc, il y a plus... Il me semble... Est-ce que c'est les vacances qui ont fait cela? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il faudrait peut-être repenser et communiquer plus. Parce que parfois, quand les équipes veulent aller interviewer les gens, les centres, même les centres de vaccination, les gens demandent l'autorisation du ministère. C'est pas normal. On n'a pas besoin d'autorisation pour aller. Il ne s'agit pas de filmer. Dans ce genre de trucs, on montre des gens, on montre le plan de masse. Et après, ceux qui veulent se faire interviewer, se font interviewer. Celui qui ne veut pas qu'on le filme, on ne le filmera pas. Mais quand les agents disent, avant de filmer, il faut l'avis du directeur, il faut l'avis, ça montre qu'ils n'ont pas compris. Donc, ce n'est pas les médias qui ne sont pas à la hauteur. C'est plutôt la politique publique qui n'a pas pris en compte cette situation. Et donc, il faut attendre, il faut contacter le SECOM, il faut faire ci, il faut faire ça avant. Non, il est important que dans la situation actuelle, qu'on ne lésine pas sur les moyens, sur les initiatives. Et que, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas alarmer pour alarmer, mais il me semble qu'on peut faire mieux, un peu que ce qui se fait aujourd'hui, et qu'on libère la parole au niveau de certains gens. On ne demande pas aux gens de donner des noms, des chiffres. La loi est là, on connaît. On ne peut pas filmer les gens, il y a leur dignité. Il y a des trucs qu'on ne peut pas. Donc, les médias connaissent ça. Mais qu'on permette quand même. Si le médecin qui s'occupe n'a pas le temps de répondre à une interview, on peut comprendre. Mais au même moment, il faudrait qu'il y ait des agents qui apportent des informations pour que les gens comprennent la situation. Donc, il faut nécessairement... La dernière route d'une action publique, la communication en matière de guerre, la communication est une âme sensible, et une âme pointue, une âme de taille. Qui touche les cœurs. À laquelle on doit mettre beaucoup, dans laquelle on doit mettre beaucoup de moyens et beaucoup de logistique pour permettre aux populations, surtout les incrédules, de comprendre que l'heure est grave. Voilà la situation. Il y a beaucoup d'incrédules. On peut quand même se rattraper, Agapit Napoléon Mafolk. Non, on n'est pas, il n'y a rien de rédhibitoire, il n'y a rien qu'on ne peut pas rattraper. Beaucoup sont faits d'ailleurs. C'est pas que, on dit que tout est négatif, non? À mon avis, on peut hausser un peu le ton. C'est vrai que comme dans les familles, ça disparaît, ou ça va à l'ADA, parfois ça revient, les gens commencent pas à prendre conscience. Les gens commencent pas à prendre conscience. À mon avis, je pense que même si la vaccination n'est pas
on ne peut pas encore la déclarer obligatoire. Mais on doit évoluer vers les histoires comme le pass sanitaire. On doit évoluer, on n'a pas besoin de légiférer. Je pense que en matière d'ordre public, et donc de la préservation de la santé les uns des autres, on peut réglementer l'accès à certains endroits, à certains qui ne sont pas vaccinés. Et donc, tout ça, je ne sais pas, je suis sûr que ça viendra. Ça va venir avec le temps. Peut-être que quand on aura suffisamment de variantes de vaccins, peut-être que les autorités regardent aussi la courbe et voient, peut-être qu'ils ont déjà une statistique, peut-être qu'ils ont déjà des prévisions. Parce que je me rappelle, en 2020, le ministre Benjamin Bati avait estimé que d'ici juin, je me rappelle toujours, on était en avril 2020, d'ici juin, fin mai, début juin, on aurait pu un pic. Oui, on va connaître le pic. Et effectivement, ça a été pratiquement ça. Donc, peut-être qu'ils sont à l'attente, peut-être qu'ils observent ça de près et ils essayent de faire l'action qu'il faudrait. Mais je pense que quand l'heure est grave, ce n'est pas un invité du journal. Je pense que quand l'heure est grave, il faut une déclaration, une conférence de presse, un appel public. Et que les médias, tous les médias, au même moment, relayent l'information pour montrer la gravité. Mais si c'est la chaîne publique seule, elle n'a pas tout l'impact. Il y en a qui ne suivent même pas, pour dire la vérité. Donc, il y en a qui sont abonnés à d'autres chaînes. Donc, il y en a qui ne sont pas à Cotonou. Il y en a qui sont en voiture. Il y en a qui n'ont pas. Donc, il y en a qui utilisent les réseaux sociaux. Il y en a qui. Donc, lorsqu'on met ça sur la place public comme ça, je pense que... On met à contribution tous les cas. Tous les cas, voilà. Donc, c'est important. Très bien. Agapé Napoléon Faucan, on a quand même vu, même certaines structures demander donc, à leurs membres, quand on prend par exemple la direction générale de la police républicaine, a demandé quand même aux policiers donc, de se faire vacciner. On a vu un certain nombre de choses, de structures donc prendre ces initiatives. On pourrait dire que petitement, on pourrait aller à l'obligation de se faire vacciner. Je pense que, sans dire le mot, sans le faire, parce que pour aller à l'obligation de se faire vacciner, il faut une action législative, si je ne me trompe. Et on a une loi tout récemment sur la question de la santé. Il ne me semble pas qu'on puisse obliger à l'heure actuelle les gens à se vacciner. Il ne me semble pas. Après, tout est possible lorsque ça dépend de l'appréciation qu'on fait de la situation. L'action, on peut réglementer, quitte à ce que quelqu'un ne soit pas d'accord et qu'il utilise les canaux de recours. Mais en attendant, on doit régler un problème de santé publique. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on ira là? Parce que c'est aussi une option. Quand la France a voulu confiner, elle n'a pas légiféré, elle a réglementé. Et puis après, les gens sont allés devant le Conseil d'État. D'accord. Mais au moins, la France, au moins, ils ont réglé un problème ponctuel à un moment donné, d'abord en attendant que le recours soit statué. En attendant, je pense qu'il y a des administrations qui essaient. Donc, il faudrait parler de la police nationale. Oui, je dis, mais même le préfet a l'autorité pour régler certaines questions également. Dans ce sens, comme il dit, la circulation dans certains lieux, à certaines heures de pointe peut-être. Oui. Des contrôles inopinés peuvent se faire pour voir si vous avez votre passeport, votre carnet de vaccination. Pour atteindre, si vous ne voulez pas vous vacciner, restez dans les zones restreintes. Par exemple, c'est une possibilité. Je ne peux pas, moi je ne décide pas, je n'ai pas cette prétention. Mais si vous n'êtes pas vacciné, restez dans les lieux assez restreints. Allez au boulot, revenez. Mais vous promenez dans les marchés, à des endroits de grand monde, tout ça. Moi, je pense qu'une réflexion peut être menée à ce niveau-là, tout comme d'autres types de réflexions. Il y a plusieurs initiatives. Oui, dans des entreprises, on peut décider. Oui, une entreprise peut décider donc de ne pas recruter, de recruter seulement ceux qui sont vaccinés. Ça, c'est une discrimination, mais exactement comme les 5 ans d'expérience professionnelle, 10 ans d'expérience professionnelle. Donc, désormais, vous n'êtes pas vacciné, je ne vous recrute pas. Ça peut être aussi une option. Parce que cela, de votre recrutement dépend la bonne santé des employés. Absolument. Et l'employé a le devoir de veiller à l'hygiène et à la sécurité de ses employés. Donc, l'hygiène et la sécurité au travail, les deux réunis, peuvent induire que si vous n'êtes pas vacciné, parce que l'employeur assure
les mesures comme le lavage de mains, les gels, puis je sais pas quoi. La distanciation. Non, la condition de distanciation. Mais l'employé doit faire sa part aussi du travail. Donc, doit se mettre dans les conditions pour ne pas constituer un goulot pour l'emploi. Parce que quand il y a eu la trappe Covid, c'est un marque à gagner pour l'entreprise. Parce que c'est une force vive, c'est un capital qui est réduit dans l'entreprise. Capital. Voilà. Donc, c'est important que l'entreprise aussi prenne des mesures habilement, parce qu'il y a toujours des ouvertures pour le faire sans aller à l'action législative. Tout à fait. Très bien. Agapit Napoléon Maforika, on va maintenant aborder justement ce volet politique de notre spécial décryptage du mois d'août. Ça a bougé quand même, malgré les vacances gouvernementales, malgré justement les cas de Covid. On a quand même constaté que ça a bougé au niveau des partis politiques. Déjà, si nous prenons la mouvance présidentielle avec justement ce que nous avons observé, je ne sais pas si vous l'avez observé également, au niveau de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, déjà je reste présidente de l'UDBN et puis après elle est tout sauf présidente de l'UDBN, on l'a entendu, on parlait donc de Sylvie Deschacus et finalement on a abouti à une démission donc de l'ex-présidente de l'UDBN, Sylvie Deschacus. Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'UDBN, Agapit Napoléon Maforika? Est-ce que vous êtes posé cette question aussi? Ben écoutez, je ne suis pas à l'UDBN, j'ai suivi l'actualité un peu. Je suis peut-être de près un peu ce qui s'y passe, mais je n'y suis pas. Oui, j'ai suivi l'actualité. Je pense que on s'occupe un peu trop de Madame Deschacus. À mon avis, j'ai l'impression qu'on la cule même à la limite. Parce que elle est, enfin, si je veux parler comme le Béninois lambda, elle est tranquille, on a fait d'elle présidente. Elle est tranquille, on a fait d'elle présidente. Bon, après, elle a pris. Un mois après, on l'a destituée. Sous des prétextes qui valent ce qu'elles valent. Qui valent ce qu'ils valent. Hein, sous des prétextes qui valent ce qu'ils valent. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est interne à l'UDBN. Après, bon, le parti se gère avec ses structures. Mais déjà, quand on Madame dit, oui, vous avez dit qu'elle a été quand même, elle a été destituée, mais par la suite, elle a dit que, justement, qu'elle demeure présidente de l'UDBN, même après la destitution. Elle a dit, il y a seulement quelques jours, quelques semaines. Moi, je regarde la dernière situation, c'est qu'elle a démissionné du parti. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne se sent pas dans les conditions de continuer à y être. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui a pu se passer entre le moment où on l'a fait présidente? Pourquoi l'a-t-on fait présidente? Quel était le deal? Quelles étaient les motivations? Quel était le cahier de charge? Je l'ai demandé déjà une fois. Oui, exactement. On n'a pas eu connaissance de ces choses-là. Madame, on l'a dit ici. Madame Prudencio est une dame de... C'est une dame de... Elle a fait preuve de bravoure. C'est une dame de poigne. Pour qu'elle quitte la tête du parti et place une autre personne. Je l'ai dit, que c'était un risque qu'elle prenait. Parce que ce n'était pas évident qu'une telle personnalité de cette envergure quitte sa propriété. Il ne faut pas oublier ça. C'est sa propriété privée, le parti. C'est le parti unipersonnel. Ça, mais elle a voulu démontrer le contraire en quittant. Non, justement. Ça ne réussit pas. Vous ne pouvez pas regarder ça. Je l'ai dit, je me répète. Ça ne pouvait pas. Tant qu'elle est là. Parce qu'elle va toujours vouloir que ça soit comme ce qu'elle souhaite, de la manière dont elle souhaite. Parce qu'elle pouvait voir, ah ben non, on pourrait faire comme voilà, ça. Alors si j'étais là, ce n'est pas la même personne. Même son fils, même son siamois ne peut pas faire la même chose comme elle. Parce que c'est une affaire de tempérament, de feeling, de personnalité. Donc, déjà, c'est pour ça que je dis, quel était le cahier de charge au départ? Alors moi, j'ai trouvé que un mois, c'est trop juste pour qu'on juge quelqu'un. Donc du coup, j'estime que c'est le départ qui a été mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder là où on a chuté. C'est là où on a trébuché d'abord. Donc, c'est le parti, ce changement à la tête n'a pas été bien préparé.
Et donc, ça a créé les effets que ça doit créer. Ça me rappelle l'histoire de Amadou Ahidjo et de Paul Biya Au Cameroun. au Cameroun. Parce que, vous savez, en 85, au moment où Ahidjo quittait la tête du parti, il pensait qu'il pourrait rester président de la République. Mais à ce moment-là, c'est le parti qui indûment, qui incidemment, qui de manière contrôlée. Donc, quand vous n'avez pas l'appareil en main, vous ne pouvez pas gérer les structures. Et donc, il a quitté, il a laissé le parti à Paul Biya. Alors là, Paul Biya, avec s'est installé un sacristain presque, ancien séminariste, un peu l'air de ne pas vouloir y toucher, mais bon, une fois devenu président du parti, il a isolé Ahidjo et il est devenu président de la République. Aussi simple que ça, on la compte. Donc, c'est pas aussi facile. Ça, c'est la réalité du pouvoir. C'est la réalité du pouvoir. Vous regardez au Burkina, avec l'histoire de Sankara, de comparer des Zongo et voilà. Donc, vous comprenez que la gestion du pouvoir à la tête n'est pas aussi facile. Et donc, lorsque vous avez votre structure, comme Madame Président, à son parti, je dis son parti. Vous insistez quand même. Oui, son parti, je le dis toujours. Vous ne pouvez pas le lâcher aussi facilement. Donc, la seule chose qui peut Mais je croyais qu'on avait dépassé ça avec la réforme du système partisan. Non, je vous l'ai déjà dit, PRD, UDBN, ça c'est des partis unipersonnels. Il n'y a pas de dépassé, c'est des partis propriété. Vous ne pouvez pas le dire. C'est pas la même chose, il n'y a pas comme les démocrates. Les démocrates, on a beau le dire, n'appartiennent à personne. Ils sont autour. Les FCB aujourd'hui n'appartiennent à personne. Ils sont nombreux autour. L'un peut revendiquer, l'autre peut revendiquer. Il peut se faire taper dedans. Et aujourd'hui, l'UN et l'UP n'appartient à personne. Aujourd'hui, le BR. Donc, même Moël semble résister à la lisière du parti patrimoine de Jacques Kayadji. Mais il est advenu à un moment de la réforme du système partisan où il ne peut pas l'être. Les structures du parti vont fonctionner. Et même si le président Kayadji a une personnalité forte, il doit se soumettre aux organes. Ce n'est pas sa propriété. Parce que ce parti est créé dans la dynamique de la réforme du système partisan. Et donc, ce n'est pas un parti, ça ne peut pas être un parti patrimoine. Exactement comme le MPL. Vous avez vu et d'ailleurs, et l'STV. Là, nous sommes dans les dynamiques nouvelles que les anciens partis n'ont pas pu intégrer. Le seul ancien parti qui a pu intégrer, c'est l'FCBE. Et là, il a réussi. Tout simplement parce que certains n'ont pas voulu aller dans le même sens. Et que les anciens même qui tergiversaient, qui étaient contre, ont fini par créer les démocrates, qui aujourd'hui n'est plus un parti patrimoine. Les démocrates ont beau appartenir, enfin on a beau parler du président, le leader charismatique, ça va finir d'un moment à l'autre, ça va terminer. Et donc le parti va prendre son envol sans être parti patrimoine. Donc, après du moment où le parti est patrimoine, la seule manière pour lui de survivre, c'est de se fondre, c'est de disparaître et de négocier l'adhésion dans un des fonds, dans un des forats. Ou alors, c'est de fusionner des efforts avec d'autres partis patrimoine et créer peut-être un nouveau parti qui appartient maintenant. Un grand bloc. Un grand bloc, exactement. Mais sans que cette mutation n'aurait pas, je pense que je me répète une énième fois, sans que cette mutation ne serait pas faite, ces partis n'iront nulle part. Et là, ils n'ont pas d'avenir. C'est pas péremptoire, c'est analytique. Ils ne peuvent pas avoir d'avenir. Mais vous savez que cette suggestion ne semble pas recevoir l'assentiment. Vous l'avez dit ici. Ça a été par ailleurs, quand également l'honorable Odin Datin l'a dit, ça a été mal pris aussi, Agapine Napoléon Maforika. C'est pas une affaire de mal prendre ou de ne pas mal prendre. Ça s'impose à vous. Vous êtes malade. Vous avez une gangrène. On dit, bon voilà, on sectionne ou bien on vous laisse que la gangrène se généralise. Vous dites non, qu'il n'est pas question de sectionner. Bon d'accord, attends-moi. Attendons voir. On verra l'avenir. La gangrène va prendre, vous allez disparaître. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas. Pas un parti unipersonnel n'a plus voix au chapitre aujourd'hui. C'est impossible. Parti patrimoine, c'est impossible, ne peut plus continuer à vivre. Donc, ce qui se passe à l'UDBN est normal. C'est tellement normal que donc c'est la résultante de... Madame la Présidente a voulu ouvrir, effectivement. Mais c'est sa chose. Donc,
elle ne peut pas rester et voir évoluer différemment. Elle va toujours intervenir dedans. C'est comme ça. C'est humain. Même vous, vous le ferez. Même moi, je le ferai. Ce n'est pas parce que c'est elle. Donc, il faut une mutation du parti. Il faut que le parti se fonde. Ça fait longtemps que je l'ai dit. La place de l'UDBN est là. Moi, je regarde toujours. Je me dis toujours, je vais le dire péremptoirement. C'est peut-être pas totalement l'analyste, mais je dis, la place de l'UDBN est dans le PR. Parce qu'il y a encore de l'espace là. Tout comme la place du PRD est dans le PR. Il y a encore de l'espace là. Où le PRD et l'UDBN peuvent. Non, ils peuvent pas. Même s'ils fondent, ils feront pas. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas assez de poids à deux. Ils ne peuvent pas. Les autres occupent déjà le terrain. Les autres, n'oubliez pas. Les autres occupent déjà le terrain. Les autres ont déjà des élus. Pour changer la donne en moins de 2 ans, ça ne va pas être facile. J'entends, on dit tel veut créer un grand bloc. On va voir. Sauf si le chef d'État a double. Or, je peux me tromper, mais je ne veux pas le chef d'État détruire ce qu'il a bâti difficilement, mais courageusement. Les 2 blocs qui quand même, parce que on dit les 2 partis de talon, non. Regardez les membres. Il y en avait qui étaient des caciques de FCBE sous Yahi. Il y en a qui étaient des caciques de l'air Yahi, mais qui sont membres de ces 2 unions. Donc, le chef d'État a créé les conditions pour qu'il y ait une sorte de regroupement, de fusion. Donc, ça s'est passé. Je ne vois pas en train de détruire ce qu'il a créé. Donc, c'est pour ça que je dis, pour un autre front politique, on va voir ce que ça va donner. Mais honnêtement, et moi, je préfère, je prends le risque de m'avancer. On ne peut pas avoir un avenir immédiat dans moins de 2 ans, non. À mon avis, s'il s'est parti, je préfère recevoir les coups en le disant et qu'on puisse donner rendez-vous à l'histoire que si ces partis ne se fondent dans ce que j'ai dit, ils n'auront pas d'avenir. En tout cas, ils n'auront pas d'élu en 2023. Ils ne peuvent pas avoir le seuil de représentation de 10%. Ce n'est pas possible. Et s'ils n'en ont pas, ils n'ont pas de siège. Et s'ils n'ont pas de siège, ça veut dire que 2026, ça se fera sans eux. Alors, qu'est-ce qu'il va leur rester? Des cadres qui sont dedans, qui aspirent. Il y a des jeunes militants, jeunes militants qui aspirent à aller à la direction des affaires publiques. Alors, comment vous voulez que ces partis assurent leur avenir s'ils n'arrivent pas à être au cœur de l'animation de la vie politique? Après, il peut y avoir beaucoup de mouvements. Moi, je peux créer mon parti maintenant pour dire, bon, moi, pour le moment, au moins pour les 2-3, moi j'ai envie de faire passer mes idées. Et après, je disparaîtrai. Je crée un autre parti encore. Je fais 5 ans pour faire passer mes idées. Donc, si c'est ça, oui, il faut créer des mouvements. Mais un parti politique. Un parti politique. Non. Regarde. Je pense qu'il n'y a plus de place pour les partis unipersonnels. Ça, je pense qu'il faudrait qu'on le dise. Et ça vaut autant pour l'UDBN que pour tout ce qui incarne les partis unipersonnels, le PRD notamment. Très bien. On va parler, donc on parlait de la mouvance présidentielle, Agapit Napoléon Maforika. On va parler de cette rencontre entre le chef de file de l'opposition et justement le président du mouvement populaire de libération, MPL, de Expérience TB, ou du moins présidé par Expérience TB, c'est le nouveau président du parti. Voilà, une rencontre qui pourrait quand même engendrer de beaux rassemblements au sein de l'opposition béninoise, Agapit Napoléon Maforika. Tant mieux pour l'opposition béninoise. C'est bien. Tout simplement. Oui. On est en train de préparer là, 2023, on pourrait le dire. Non, puisque de toute façon, les élections législatives, chacun y va. Et même s'ils ont beau faire rassemblement, ils n'iront pas à l'élection. Ils n'iront pas à l'élection en rassemblement. Donc du coup, voilà, chacun y ira. Donc il n'y a rien de nouveau. On parlait de cahier de charge. Le cahier de charge de chef de file de l'opposition, on pourrait dire que c'est rassemblé également autour de lui quand même. Il prend ses marques. Tant mieux. S'il réussit, ce serait pour lui une gageure. Ce serait pour lui, en tout cas, il aurait reçu cela. Donc, c'est la première fois que nous expérimentons ce poste.
Donc, on suit, on regarde, et voilà. Après MPL, on peut espérer que restaurer l'espoir, par exemple, les démocrates puissent quand même prendre langue avec le Qu'est-ce chef de file qu'on de a, l'opposition. enfin, vous pouvez espérer si vous avez des intérêts, moi, je sais pas. Quel est l'intérêt d'espérer que le chef de file de l'opposition prenne langue avec ci ou avec ça? C'est son cahier de charge à lui. C'est ce qu'il pense faire qu'il fera. On voudrait bien quand même C'est qui le on? le peuple. Et le qui, vous l'avez Agapit Napoléon Maforgan. vous l'avez questionné. Agapit Napoléon Maforgan, vous savez que l'on voudrait bien que le chef de file de l'opposition puisse quand même, ou du moins ce poste-là, puisse quand même prendre de l'ancrage. On ne voudrait pas l'échec du chef de file de l'opposition. Ça dépend. Le consultant politique ne le veut pas. Non, je ne pense pas qu'un chef de file de l'opposition, ce n'est pas une fonction où on réussit ou on échoue. Il n'est pas le patron de l'opposition. Il a une sorte d'interface. Oui, d'interface, d'interlocuteur privilégié, de compte tenu des résultats donc de sa représentativité électorale. En dehors de ça, l'opposition est incarnée par plusieurs forces politiques. Donc pour moi, c'est plutôt la dynamique des forces politiques de l'opposition. On a vu des responsables du Parti des démocrates qui disent que le parti sera présent aux prochaines élections. Voilà, ça c'est une information, à mon avis, qui a plus de valeur que le chef de file de l'opposition qui reçoit quelqu'un. Je pense que, oui, les démocrates, si les démocrates se métamorphosent, s'ils reviennent dans la République, donc avec le respect des lois de la République, s'ils quittent le champ de l'affrontement institutionnel, s'ils quittent le champ de la diversion politique, s'ils quittent le champ de la victimisation irréfléchie, je pense que les démocrates peuvent avancer. Donc, quand on écoute ça, on se dit, bon, voilà, on est dans le même sens. C'est ça la réussite de la réforme du système partisan. Donc, autant le chef de file de l'opposition a reçu un membre de l'opposition. C'est bien, c'est l'animation de la vie politique. C'est l'opposition qui fonctionne. C'est la réussite de la réforme du système partisan. Les démocrates qui se préparent pour les législatives, c'est heureux de l'entendre. Encore faudrait-il qu'ils y travaillent et qu'ils reviennent, comme je vous l'ai dit, dans la République et qu'ils sortent de leur posture de diversion politique. Très bien. Lui, il n'est plus opposant puisqu'il rallie donc le bloc républicain et il a d'ailleurs dit qu'il n'y a plus d'opposition. Bertin Corvi, Agapit Napoléon Maforgan, il rallie le BR. Enfin, il fait du Bertin Corvi. Simplement. Ouais, Bertin Corvi fait du Bertin Corvi, donc voilà, rien de nouveau. On devrait s'habituer à ça. Mais bien sûr, c'est le personnage, c'est son style, c'est sa marque. Voilà, il est parfois dans la provocation, il est parfois dans l'exagération. Mais il est lui, il utilise sa liberté. Et voilà. Quelqu'un de j'ai lu sur un journaliste, il Bertin Corvi se taisait un peu. Oui, c'est une option aussi. Mais s'il n'a pas envie de se taire. Vous trouvez qu'il parle aussi beaucoup? Enfin, moi, il fait du Bertin Corvi. Moi, je n'ai pas à le juger. C'est-à-dire quoi? Bertin Corvi, c'est quoi Bertin Corvi? C'est son style. Il parle beaucoup. Déjà, il ne se taisait pas avant. Alors maintenant, il ne s'était pas non plus. Bon, voilà, c'est sa marque, c'est son fonctionnement. Moi, je n'ai pas à le juger. Chacun utilise ses armes. Après, on verra. Mais moi, je trouve que, voilà, dans le fond de ce qu'il dit, il faut plutôt s'occuper, lire le fond. Et dans le fond, il y a du bon. Il y a du pertinent. Après, les gens peuvent le prendre comme ils veulent. Mais il y a du bon, il y a du pertinent dans ce qu'il dit. Très bien. Merci beaucoup à vous. On est de retour après quelques pauses, bien évidemment. On va retrouver nos programmes, une nouvelle version avec pour nos téléspectateurs, pour les contenter. En tout cas, tout ceci se prépare à Agapit Napoléon Maforgan. Vous rassurez nos téléspectateurs, bien évidemment. Le sous-directeur à l'antenne aura l'occasion donc de le dire. Moi, de ma posture, bon, la double posture de responsable de l'organe, oui, on y travaille. De la posture du consultant politique, oui, je répondrai à la version qui sera retenue par la direction de l'entreprise que je dirige, mais je ne travaille pas seul, je travaille avec des collaborateurs, le sous-directeur à l'antenne, notamment une rentrée télévisuelle, c'est pas festif évidemment, mais une rentrée télévisuelle avec des nouveaux programmes va démarrer le 12 septembre. Donc dans 2 semaines. Et là, il y aura sans doute quelques améliorations
de ce qui se fait actuellement. Et voilà. Donc, nous sommes là en qualité donc de consultants pour apporter quelques éclairages analytiques, je peux le dire, à nos téléspectateurs et pour parfois susciter le débat aussi, parce que nous n'avons pas la science infuse, je l'ai toujours dit. C'est d'ouvrir le débat, et qu'on aille argument contre argument. Je ne m'occupe pas de ceux qui ingérissent sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans le débat. Eux, ils sont dans un autre style qui est le leur. Mais ceux qui ont envie que le débat se fasse, ce sera avec plaisir. Donc, il y aura toujours place pour le débat, il y aura toujours place pour les échanges. Et il y aura toute place pour le consultant. Tout à fait, tout à fait. Mesdames et messieurs, voilà tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée sur nos antennes et à bientôt.